Mesdames, Messieurs, bonjour. Que devient la famille aujourd'hui? La question, nous la posons dans l'Osaré. La journée internationale de la famille se célèbre le 15 mai prochain, raison pour laquelle nous évoquons ce sujet. La famille est victime de conflits, la famille est victime de crises, de déchirements. Comment sortir de ces remous? Nous posons ces questions. La famille est-elle nucléaire ou élargie? Nous allons le voir dans cette émission. Et évidemment, pour la mener à bien, ma très chère Jeanne-Alice Kounou. Bonjour. Bonjour ma très chère Clarence. Bonjour donc à toute la grande famille du Canal 2 International et en l'occurrence celle de dans l'Osaré. Voilà, merci donc de nous accompagner dans cette émission. Le décor, vous l'avez sûrement. Nous allons présenter notre invité dans un instant. Notre invitée, Louise Florence Tamsar, est une habituée de ce plateau. Elle est déléguée d'arrondissement du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Bonjour. Bonjour Clarence, bonjour Jeanne-Alice, bonjour tous les téléspectateurs de Canal 2. Alors, je ne vais pas le cacher, c'est vous qui avez suggéré ce sujet, effectivement, parce que vous préparez la journée internationale de la famille pour le 15 mai prochain. Oui, tout à fait. Nous sommes rendus à la 20e édition. C'est depuis 1994 que le Cameroun célèbre la journée internationale de la famille, qui est une journée, ma foi, de plaidoyer encore, parce que je tiens à le souligner, parce que bientôt, lorsque cette journée va prendre son envol, et on va la retrouver dans les mêmes canaux que la fête de la femme, ma foi, qui est un mot qui me fait toujours mal, parce que ce n'est pas une fête, c'est une journée de plaidoyer. C'est une journée pendant laquelle la communauté internationale s'arrête un instant, chacun dans son pays, chacun dans sa communauté, pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, comment faire pour que ça marche. Alors, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas au sein de la famille camerounaise, par exemple? Ma foi, nous ne sommes pas à l'écart de la communauté internationale. Aussi longtemps qu'il y a des crises dans le monde, la famille ne peut pas être épargnée. La famille vit dans un pays qui est en guerre, un pays qui est dans la pauvreté, un pays qui connaît les changements. Parlons du cas du Cameroun. Le cas du Cameroun. Quelles sont les crises que connaît la famille au Cameroun? Nous avons de plus en plus de familles monoparentales. Ça, c'est déjà un fait qui ne nous arrange pas. Parce que quelque chose qui a été créé, moi je suis chrétienne, hein, quelque chose qui a été créé par Dieu, qui voudrait qu'un homme et une femme portent, quand c'est une seule personne qui porte, ça y est, ça déjà il y a un problème. Donc nous connaissons des divorces, nous connaissons des séparations, nous connaissons les deuils, mais ma foi, ce que nous connaissons, c'est beaucoup plus de violence de plus en plus dans les familles qui n'arrangent pas du tout les enfants issus de ces familles-là. Et moi j'aimerais savoir, hein, on parle de famille justement, au Cameroun de manière légale, qui est considéré comme membre de notre famille? Ben, c'est la famille africaine, parce que dans le code, dans les différents codes que nous avons, je parle ici du code civil, du code pénal, on parle des ascendants, des descendants. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que la famille ne s'arrête pas au père, à la mère et aux enfants. La famille connaît les grands-parents, elle connaît les tantes, elle connaît les oncles, elle connaît les neveux. C'est vrai que dans les droits et devoirs, chacun a son. Parce que j'allais en venir, j'allais me dire, est-ce qu'un oncle, un grand-père a le droit de venir se plaindre d'un neveu ou, je veux dire, d'un petit-fils qui n'arrive pas à faire ce qu'il veut parce qu'il est membre de sa famille? Il peut se plaindre à un certain niveau, mais il ne peut pas se plaindre au-delà de certain niveau. C'est pour ça que je dis qu'il y a des degrés. Donc dans les droits et devoirs, il y a des degrés. Maintenant, la relation qui est établie entre l'oncle et le neveu, les juristes et tous les autres dans la chaîne essayent d'établir et de voir si vraiment il faudrait qu'ils se plaignent. L'oncle est aussi le tuteur. Hein? L'oncle peut être le tuteur légal et dans ce cas, il peut se plaindre. Il a tous les droits. Oui, le droit de tuteur. Et d'où la problématique, parce que là, on n'arrive pas véritablement à se situer plus ou moins le code de la famille qu'on attend jusqu'à présent. Vous n'avez pas évoqué ce sujet? Non, je ne l'ai pas évoqué parce que ce n'est pas à mon niveau de l'évoquer. Les élus sont là, ceux qui ont eu à faire le travail sont là. Nous sommes au niveau de l'exécution. Donc nous n'avons pas, je n'ai pas l'autorisation d'évoquer quelque chose qui, ma foi, se trouve encore dans l'œuf.
Qu'est-ce qui vous Voilà, on va revenir sur ce sujet. Le temps de regarder ce reportage qui porte sur la famille. Qu'est-ce que la famille? C'est une question fondamentale. C'est peut-être une question triviale, mais qui permet de comprendre certains éléments qui vont nous permettre de continuer cette émission. Cellule de base de la société, la famille est une communauté d'individus réunis par les liens de parenté. Alors, chez nous, la famille, c'est qui? Le père, la mère, les enfants, les frères, les sœurs, la grand-mère, grand-père et consorts. Even my neighbors, they are my family. Grandfather, grandchildren, they are all my family. Because if I'm in need of help, some of them can help me. D'ailleurs, la parenté, quelle qu'elle soit, n'entraîne aucune appellation à connotation discriminante. On est habitué à notre rythme d'être en famille entouré de beaucoup de personnes. Donc l'appellation du cousin, c'est trop dire, c'est pour le blanc. Nous, on connaît que le cousin, c'est le frère, la cousine, c'est la soeur. C'est le frère de mon père, je ne peux pas moi partir. C'est le frère de ma mère, je ne peux pas partir. Si c'était mon frère même. Et quand on fait déjà cette distinction, la famille se perd. Dans notre terroir donc, on exalte la famille élargie dans laquelle les valeurs de solidarité sont capitales. Se chercher, quand ça ne va pas sur ton frère, tu vas lui rendre visite. Il a un malheur, tu vas lui rendre visite. Aussi, tu l'aides aussi matériellement ou moralement. Sans ma famille, moi je ne vis pas, sans eux qui m'aident. Mais de plus en plus, on le constate, cette famille étendue tend à s'amenuiser pour diverses raisons. Nous copions ce que les Blancs nous importons, les cultures étrangères, en abandonnant les nôtres. C'est ce qui fait qu'à nos jours, il n'y a plus de solidarité. On a tendance toujours à copier ce que le blanc fait, on limite la famille au père, et le père, la mère et les enfants. Le village qui est Ndokoti est devenu une ville, donc bon, ils ont les populations de Ndokoti, mes frères, mes cousins de Ndokoti, ils ont déjà pris des habitudes des grandes villes. Avec tout ce que ça comporte, la vie dure, tout ça, donc ils se limitent à leurs frères, à leur famille nucléaire. Dans le passé, les Africains ont tous, ou en grande majorité, pratiqué la polygamie, donc qui était la forme culturelle, n'est-ce pas, du mariage. Et c'est avec la colonisation, notamment avec les missionnaires, qu'on a vu, n'est-ce pas, apparaître une forme plus individualisée et donc apparaître les premiers mariages dits monogamiques parce que l'Église avait estimé que cette forme polygamique donc, du mariage était, j'allais dire, hors norme. Avec le temps qui passe, les mœurs dites d'ailleurs entraînent des dislocations. Alors, première bonne nouvelle, ce qu'on reçoit dans la rue, c'est la famille africaine est élargie. Ses grands-pères, grand-mères, ses petits-fils, ses oncles, ses tantes. Quand on le dit comme ça, quel est votre sentiment? Mais je suis tout à fait à l'aise parce que je suis africaine d'abord. Je suis tout à fait à l'aise. Ma foi, on ne va pas changer notre identité. Nous sommes une société reconnue comme solidaire. Et donc, quand vous dites grand-père, c'est peut-être même avec S. Parce que dans les familles polygamiques, on a beaucoup de grands-pères, on a beaucoup de grands-mères. Et chacun a sa place. Donc, je suis tout à fait confortable avec cette idée que la famille, elle est un groupe élargi.
Et certains vont jusqu'à nous dire que les mots tels que cousin, cousine, ou oncle, tante, justement comme on l'évoquait, ne devraient pas être utilisés dans notre langage parce que ce n'est pas de chez nous. Pour dire par exemple cousin, en votre langue, je ne sais pas si ça existe, on dit souvent frère. Mais moi, c'est ce que je voulais vous dire, Clarence. Est-ce que vous pouvez traduire cousin, cousine en ton dialecte? Je ne crois pas que c'est facile. Donc ça veut dire que ce sont des représentations qui existent, mais on était obligé d'utiliser la langue de l'autre pour utiliser les mêmes mots. Mais en ma langue, c'est ma mère. Je ne vais pas appeler la sœur de ma mère ma tante. C'est vrai que si je l'appelle tantine, c'est déjà le français. Mais si je l'appelle en mon dialecte, c'est maman. Et ça veut dire, que ça, non seulement c'est maman le mot, mais c'est maman avec toute la signification, tout le respect et tous les honneurs que cela comporte dans nos communautés. Et qu'est-ce qui selon vous dérange maintenant? Parce que nous, on a été habitués comme ça et subitement, rien ne va. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais vous dire que ce n'est même pas nous. Hein. Parce que si c'était nous, on n'aurait pas les problèmes qu'on a là. C'est-à-dire c'est nos parents qui ont été habitués comme ça. Maintenant, la transformation de la société typiquement traditionnelle vers une société semi-moderne ou semi-traditionnelle, vous vous tenez du côté où vous voulez, c'est ça qui pose problème. Nos parents dans leur mental, nos parents dans leur mental n'ont pas de problème. Quand ils parlent de ta mère, il n'a pas besoin de te rappeler que c'est la sœur de ta mère. Ils parlent de ta mère en tant que ta tante. Et ils te demandent de la respecter, de lui donner ses honneurs, de lui donner sa place. Mais c'est nous maintenant qui sommes au carrefour de cette civilisation, qui sommes allés à l'école, où on sait que tantine, tonton et tout, c'est nous qui avons ces problèmes et dont nous transposons ces problèmes, nous les transférons à nos enfants qui, ma foi, avec la pauvreté et toutes les difficultés qu'on a, la solidarité a un peu foutu le camp dans la famille et dont on devient de plus en plus individualiste, dont la famille devient dans le fait réel le père, la mère et les enfants. Alors, vous avez un problème contre l'éducation, d'après ce que je semble comprendre. Parce que, effectivement, on disait dans la concession familiale est le socle de l'éducation. Donc, la concession familiale, peut-être à l'époque, on n'avait pas l'école, mais l'école est venue s'y rajouter, s'y greffer. Donc, on a la pauvreté, vous l'évoquez, qui également crée des difficultés, qui crée des conflits au sein des familles. Est-ce que c'est la manière dont on est éduqué, c'est-à-dire que la manière dont on reçoit l'école qui est mal perçue, ou alors c'est... C'est l'école le problème, en fait. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que je dois même revenir sur le mot. Je ne parle pas vraiment d'éducation, je parle de l'instruction. L'instruction qui est le paquet de connaissances qui nous est donné à l'école. C'est de ça que je parle, parce que l'éducation en tant que telle n'a peut-être pas de problème en elle, en soi. Mais le problème, c'est la rencontre entre l'éducation et l'instruction. Et tous les autres canaux de communication que nous avons. C'est cette rencontre qui pose un problème. Et avec la réalité environnementale, qui voudrait dire que, parce que la famille telle que la concession familiale, le SARE, pour emprunter dans votre émission. Concession familiale chez les peuples, faut-il le préciser? Ça veut dire la case du père, les cases de toutes les femmes et de tous les collatéraux qui peuvent exister. Tout le monde mangeait sur la natte pour voyager au nord comme vous. Tout le monde mangeait sur la natte, les femmes avaient leur natte, les hommes avaient la leur et on se partageait ce qu'il y avait. Mais le revenu, c'était quoi? C'était le produit champêtre qui était abondant. Et donc, qui faisait qu'on n'y avait pas de calcul à l'époque. Aujourd'hui, les champs sont réservés à une certaine catégorie de personnes. Et donc, même ces champs-là, avec l'importation de l'engrais et tout ce que cela comporte, ça n'exclut pas que même celui qui a le champ commence à compter les morceaux de macabo dans son assiette. Alors, le sociologue a fait savoir, juste petite brèche, a fait savoir que le monétariat est venu détruire un certain nombre de liens entre les peuples. Est-ce que vous êtes d'avis? Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire que la valeur que les produits avaient, toutes ces valeurs ont été commuées dans ce qu'on appelle la monnaie. Et cette monnaie a pris la place qu'elle ne devait pas avoir. Parce qu'aujourd'hui, on tue pour de l'argent.
La monnaie est devenue quelque chose derrière laquelle tout le monde court. Et donc, relayant ainsi toutes les valeurs humaines qui étaient attachées à la famille. Il n'y a qu'à voir que dans nos familles, dès que vous êtes un peu bien assis, vous parlez, vous grondez même votre grand frère. Vous pouvez même crier sur votre père. L'aîné, c'est lui qui possède des moyens. Oui, dès que vous avez... Ce n'est même pas l'aîné, je dis que celui qui possède les moyens est celui qui a droit à la parole, qui peut même aller jusqu'à crier sur son père. Est-ce que c'est pas un problème? Et cela ne pose aucun problème. Moi, je suis souvent offusquée par rapport à cette situation. Est-ce que c'est pas un problème d'éducation aussi, justement? Parce que je veux dire, si on dit l'homme est fonction de son environnement, ça veut dire tel que vous avez élevé votre enfant, et il se comportera ainsi. Alors plus tard, il a de l'argent, il va toujours vous respecter. S'il se trouve en train de vous manquer du respect parce qu'il a de l'argent, n'est-ce pas un problème d'éducation? Non, je ne vais pas tout mettre dans le paquet de l'éducation familiale. Parce que nous savons que de moins en moins, les enfants grandissent à côté de leurs parents à cause d'une situation ou une autre. Les enfants sont parfois exportés à l'internat, sont parfois chez les oncles, sont parfois... Je ne vais pas tout mettre là-dedans et je ne veux même pas accuser les parents d'office de ne pas éduquer leurs enfants parce que je dis chaque parent essaye quand même de faire l'effort de donner une éducation à son enfant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons l'école de la rue dans lequel je mets tous les canaux de la dérive. Nous avons le voisin qui choisit de faire ce qu'il veut, à côté d'une famille qui, elle, est restée dans les canons même de l'éducation familiale, qu'elle soit traditionnelle ou moderne, mais de l'éducation familiale, avec le respect. Cet enfant qui part de chez toi le matin, qui traverse le quartier, qui va à l'école, entre ta maison et l'école, il voit quoi? Et malheureusement, cette école de la rue a plus de force aujourd'hui que ce que tu dis à ton enfant à la maison. Mais à l'époque, justement, ça avait plus de force parce que je me souviens d'une seule main ne peut pas attacher un paquet parce qu'on se disait que tout le monde fait partie de la famille. Et il y a donc un problème. Vous évoquiez la solidarité. Ça faisait partie justement de cette solidarité-là. Aujourd'hui, vous semblez dire que ça n'existe pas. Oui, mais aujourd'hui, avec ce foisonnement de population, à l'époque, les gens d'une même communauté occupaient le même espace. Donc ils avaient les mêmes valeurs, ils avaient les mêmes canons, ils avaient les mêmes modèles. Aujourd'hui, avec les migrations, et d'ailleurs en passant, un des problèmes qui gênent la famille, c'est ces migrations-là. Le père est à Douala, l'épouse est à Yaoundé. Qu'est-ce que vous croyez que ça peut devenir là? Et pendant des années. Parce qu'on cherche à augmenter le revenu familial. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Mais je dis aujourd'hui, les communautés ne sont plus ensemble. Et ça ne peut pas permettre à ce que l'école que je nomme l'école de la rue soit positive pour l'enfant. Nous avons régressé, c'est avec cette phrase peut-être qu'on va passer au deuxième reportage. Naturellement, les déchirements de la famille, parce qu'il faut dire qu'il y en a tellement, l'église, autant de raisons qu'on a pu nous donner dans la rue. On va suivre ce reportage, les raisons donc de ces différents déchirements, c'est maintenant. Une famille unie, harmonieuse et heureuse, cela s'obtient au prix d'énormes efforts et sacrifices. Car de plus en plus dans les familles, on assiste à des dissensions de tout ordre. Bon, les mots qui peuvent miner la famille, c'est le manque de dialogue, le refus de pardonner, le manque d'humilité. Mais bon, comme aujourd'hui, peut-être le matériel nous excite un peu à nous éloigner de tout cela. C'est pour cela qu'on se déchire énormément. Ce n'est pas gai ce que nous vivons dans notre famille. La base de tout cela ne peut être que l'argent. Notre papa a laissé un héritage au village. C'est la cause majeure du déchirement que nous vivons aujourd'hui. L'argent, principal mobile de division familiale, ne semble pas être la seule cause. D'autres facteurs entrent en compte. Les déchirures entre la famille, je sais qu'en grande partie, il y a deux grandes causes. L'argent. En principe, le bien matériel. Vous allez voir dans d'autres familles, on ne s'entend pas parce qu'on discute l'héritage. Dans d'autres familles, il y a, en dehors de l'argent, il y a la jalousie. Et
Bon, tout ça, il est vrai, tout ça est dû au modernisme, puisque quand celui-ci va émerger plus que l'autre, la famille, la jalousie va directement s'installer. La polygamie est également pointée du doigt. Je suis issu d'une famille polygamique où la deuxième maman est suffisamment matérialiste au point où ça, avec mes demi-frères, ça nous a occasionné beaucoup de déchirements. Donc je pense que c'est un fléau qui mine les familles et qui entraîne parfois même au meurtre. Les mères de famille, censées être une source d'apaisement, favorisent parfois cet état de choses. Les mamans sont à l'origine des divisions. S'il arrive que la mère n'aime pas voir les petits frères du père, elle sera appelée à avoir une famille réduite. Famille brisée, création des camps, certains membres issus d'une même famille vivent désormais comme de parfaits étrangers. J'ai vécu une telle chose dans ma famille, où quand les parents ne s'entendaient plus, nous qui sommes leurs progénitures, nous avons été divisés. Ça veut dire que nous avons formé peut-être deux petits camps, où deux camps se rassemblaient pour essayer de faire des petites réunions concernant d'autres, de mal parler même des autres, de chuchoter un peu comme on dit souvent par derrière là. Ça a un peu divisé la famille de telle manière que même présentement aujourd'hui, on ne s'entend vraiment pas. Considérée autrefois comme un havre de paix, la famille aujourd'hui est de plus en plus minée par toute forme de déchirement dont le mot d'ordre semble être le conflit d'intérêts. Alors, on se rend compte que les conflits sont de diverses sources, on va le dire simplement comme ça. Ils sont énormes, il faut dire, hein, comme on le disait à l'entame juste avant ce reportage, on parle de l'argent, de l'héritage déjà qui sépare les familles, on parle également de la polygamie, on parle de tellement de choses, de l'église, de la religion. Alors, moi j'aimerais savoir justement, parce que ce sont des choses qui font désormais partie inhérente même de la condition humaine. Comment donc s'en sortir, Madame Tamsar? Je crois qu'à chaque cause son effet et à chaque effet son remède. On ne peut pas, j'aime à le dire, hein, quand cela concerne l'être humain, il n'y a pas une règle carrée. Ce n'est pas les mathématiques. Donc, chaque problème doit être pris comme un problème à part et être étudié, enquêté et qu'on essaye de trouver des solutions. Je prends le cas des migrations. Quand je ne suis pas spécialiste des migrations, mais je prends le cas des migrations. C'est-à-dire que papa travaille dans telle ville, maman travaille dans telle autre. Quel que soit l'effort que les deux vont faire, il y aura une conséquence sur le devenir de ces enfants-là. Il y aura une conséquence, peut-être pas directement sur le devenir professionnel, mais sur le devenir en tant que père de famille ou mère de famille de demain. Ça, c'est un fait. L'État essaye, dans la mesure du possible, d'arranger cela en faisant des regroupements familiaux. C'est-à-dire que si une épouse est, je ne sais pas, dans telle autre ville et son mari est dans telle autre ville, si elle demande l'affectation, dans la mesure du possible, l'État essaye de résoudre ces problèmes. Mais dans le secteur privé, est-ce que l'État n'a pas la même mise totale sur le secteur privé? Nous savons qu'une entreprise comme Canal 2, elle est créée par quelqu'un. Donc vous n'allez pas demander à monsieur qui a besoin de 50 employés à Douala de se retrouver à 60 employés parce que vous avez des familles à regrouper. Une chose comme ça, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui préfèrent justement quand ils sont mariés être séparés de leur épouse. Et ils disent que ça peut éviter certains problèmes. Ça, je l'évoque juste en passant. Vous allez peut-être nous en parler tout à l'heure. Deuxième point que je voulais soulever tout de même, c'est vous demander, vous qui rencontrez les familles au quotidien, quels sont les problèmes récurrents que vous êtes appelés à résoudre? Vous êtes sur le terrain, c'est-à-dire que parlons de façon plus ou moins statistique, si statistique il y en a. Quels sont les problèmes récurrents? Les problèmes récurrents que nous rencontrons dans les familles, nous avons l'absence d'harmonie. Qu'est-ce que ça veut dire, absence d'harmonie? Incompatibilité d'humeur? Qu'est-ce que c'est? Non, je veux dire ça, c'est un mot, les juristes peuvent mieux définir cela.
Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce langage un peu spécial là, parce que je ne sais pas ce qu'on appelle incompatibilité d'humeur. Moi non plus d'ailleurs. Ce que moi je dis, c'est que l'absence d'harmonie, c'est-à-dire que monsieur et madame ne parlent pas le même langage. Maintenant, cette absence d'harmonie, elle est causée par quoi? Il y a sûrement de la violence quelque part. Cette violence est causée par quoi? Parce que chaque chose a une cause. Soit c'est lorsque le mariage s'établissait, qu'il y a eu des ratés et qu'on n'a pas géré et qui se sont prolongés là-dessus, soit c'est les conditions dans lesquelles se retrouve ce mariage. C'est-à-dire, à un certain moment, monsieur pouvait subvenir à tous les besoins, à un moment, il n'y arrive plus. Soit parce que la famille a grandi et les moyens n'ont pas grandi avec, soit parce que quelque part dans la file, il y a toujours un problème qui se pose. Nous avons les violences qui reviennent tout le temps. Nous avons ce manque d'harmonie et nous avons des problèmes qui viennent de l'ordre intime. Quand je parle de l'ordre intime, je parle des relations sexuelles. Alors, on a parlé, on l'a évoqué à la première partie de cette émission, on parlait de polygamie. Normalement, en Afrique, on se dit que la société est polygame. Mais on se rend compte que certains ont évoqué cela parce qu'après, il faut partager les biens. Et c'est donc toujours une source de conflit. Vous avez des cas comme cela? Tout à fait, cela revient toujours. Mais je dirais que le cas même de partage des biens, c'est les hommes, ou quand je dis homme avec grand H. Parce qu'on a toujours tendance dans notre société à penser qu'on doit seulement hériter de l'homme avec petit h, mais on ne peut pas hériter de la femme. Moi, je parle de l'homme avec grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Les cas de succession peuvent se résoudre, mais c'est les hommes qui refusent d'affronter la réalité. Un homme avec grand H, femme ou homme, arrivé à un certain âge, doit être capable de faire son testament et doit être capable d'avoir amené ces gens à respecter son testament. Le testament, ce n'est pas aller trouver le pasteur, le prêtre, le chef de quartier pour lui dire que quand je ne serai pas là, il faudra faire ci, ça, ça. Le testament, c'est écrire un document ou faire écrire un document et déposer chez un notaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, moi j'ai une Mais question. lorsque nous sommes dans cette situation, lorsque une dame ou un homme, tu lui demandes de faire un testament, il dit tu veux ma mort. Or, nous savons tous que nous vivons avec la mort au quotidien. Ça, ils ne le comprennent pas forcément. Alors, moi, j'aimerais aborder un autre, je veux dire, un pan de cette histoire de déchirement, la sorcellerie. On en a parlé enfin, dans les reportages. Il y en a qui disent, ben voilà, ma mère peut-être m'a demandé de ne pas saluer le grand-père parce qu'il est sorcier et tout. Alors, lorsque vous faites face à ce genre de situation, comment vous les gérez, étant donné que la sorcellerie, je ne sais pas si elle est reconnue comme étant telle au Cameroun ou pas? Nous savons qu'au Cameroun, il faut des preuves. Nous le savons. Et même dans n'importe quelle juridiction au Cameroun, tu ne peux pas te tenir et dire qu'il est sorcier tant que tu ne peux pas apporter des preuves à ça. Maintenant, c'est la même chose que nous faisons dans nos services. Lorsque vous déclarez que X ou Y est sorcier, nous sommes obligés d'entrer dans cette histoire, d'aller avec vous dans votre parcours. Donc nous avons un certain nombre de questions que nous vous posons pour savoir qu'est-ce qui vous a amené. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas bloqué psychologiquement? Est-ce qu'il n'y a pas un fait qui vous a traumatisé dans le passé, qui vous fait croire que celui qui est en face de vous, parce que sans toutefois dire qu'elle existe ou elle n'existe pas, il y a beaucoup de cas où la personne qui déclare que l'autre est sorcier est une personne qui a des sérieux problèmes psychologiques qu'on doit élaguer. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui a des sérieux problèmes psychologiques qu'on doit élaguer. Est-ce que ça ne peut pas heurter les susceptibilités que vous le disiez de cette façon-là? Ben, ma foi, on est obligé de dire des choses même quand ça choque. On est obligé de le dire parce qu'on ne peut pas. J'ai suivi un reportage une fois où on traitait tous les enfants de sorciers au Congo. Et ma foi, on ne peut pas continuer à encourager ce genre de comportement. Quand vous dites que le grand-père est sorcier, c'est à partir de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et généralement, nous les femmes, nous sommes championnes dans cette situation-là. Parce que comme nous sommes tout le temps avec les enfants à la maison, pour peu que nous ne nous entendions pas avec le beau-père ou la belle-mère ou le ceci,
du coup, il est sorcier. Et quand tu dis à ton enfant, toi la maman, en qui il a confiance, tu lui dis que X est sorcier, eh bien, il est sorcier. C'est resté dans la mémoire jusqu'à l'âge adulte, l'enfant, même s'il brise certains, il a le courage d'aller vers cette personne, il y a toujours des retenues parce qu'il se souvient que maman m'avait dit, même morte, maman qui est morte aujourd'hui m'avait dit que ce monsieur est sorcier, donc je ne peux pas aller directement. Et c'est pour ça d'ailleurs que les mamans sont donc à l'origine aussi de ces déchirements finalement. Mais tout le monde, vous savez, quand il y a un problème, il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire et il y a quelqu'un qui a fait ce qu'il ne devait pas faire. Donc dans les problèmes, on n'exclut pas, il n'y a aucun membre de famille qui est exclu. Quand il y a un problème dans la famille, tout le monde élargir la question. On est resté au niveau nucléaire. Élargissons un tout petit peu. C'est-à-dire que au sein de la famille, on a justement les oncles, on a les tantes, ou on a, comme vous le disiez, la sœur de ma mère, on a le frère de ma mère. Quels sont souvent les problèmes qui peuvent se poser au sein des familles et qui sont à l'origine justement de ces scissions qu'on observe? Les rôles. Vous rencontrez. Les rôles. Les hommes et les femmes dans une même famille ne savent pas là où commence leur rôle et là où s'arrête leur rôle. Et c'est souvent ce qui se pose comme problème. Nous avons une recrudescence de problèmes entre les belles filles et les belles familles. Ça, c'est sur 10 mariages, même ceux qui semblent tenir debout, vous allez trouver 8 où la fille en mariage a des problèmes avec sa belle famille. Tout simplement parce que, l'homme ne joue pas son rôle, c'est-à-dire le mari ne joue pas son rôle. Rôle de chef de famille. Rôle de chef de famille, c'est-à-dire c'est lui qui doit établir les limites dans sa famille. Ce n'est pas la femme qui arrive, qui va venir dire, toi ne fais pas ceci, toi ne fais pas cela. La femme qui part de sa famille, qui vient dans un foyer, doit avoir un mari qui limite, en même temps lui dit son rôle à elle, en même temps limite le rôle de la mère, du père, du frère et de la sœur. Or, ce n'est pas souvent le cas qui se passe. Merci. Alors, on va regarder le prochain reportage. Comment solidifier la famille? Vous avez entendu parler ou regardé ces témoignages, les scissions qui viennent de part et d'autre. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions? C'est la question que nous posons. Et comment donc finalement solidifier la famille? La famille africaine n'est plus celle d'antan. Beaucoup le disent avec désarroi. Les nouvelles églises qui sont venues et qui nous créent de sérieux problèmes, qui racontent des âneries aux uns et aux autres, ce qui fait que nous nous sentons de temps en temps divisés, voire rejetés par ceux qui adhèrent. Nous avons méprisé nos valeurs culturelles ancestrales qui étaient la conséquence de ces cultures ancestrales d'une sagesse africaine éprouvée. Piétinement de nos valeurs, cette maman est bien placée pour en parler. Elle est souvent bastonnée par son fils. Ce dernier l'a frappé pour la énième fois il y a un instant. Rapport de force, héritage, commérage ou église entraînent la zizanie au sein de la famille. Mais comment résoudre les problèmes familiaux? Si vous vous rendez compte que votre moitié par exemple, ou bien votre épouse, vous a tenu des propos malsains, si vous n'arrivez pas à le pardonner, ça veut dire que ça va faire un problème. Si vous n'arrivez pas vraiment, ça veut dire à connaître par exemple que là c'était peut-être un défaut pour elle, que c'est son défaut. Et accepter et supporter un peu et vivre avec, vraiment ça va vous faire des problèmes, ça va ruiner la famille. C'est terrible, mais quand tu es chrétienne, quand tu t'en donnes à Dieu, tu dois pardonner. Dans les réunions familiales, donc, il y a donc cette dichotomie entre ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas. Donc la prise de décision, tout ce qui peut être comme une décision unanime est décidé par un certain groupe de personnes qui détiennent le pouvoir financier. Après tous ces procédés, parfois on peut retrouver la sérénité,
et parfois pas. Les résoudre en partie peut-être, mais totalement, je pense qu'il y aura toujours des gens égoïstes, il y aura toujours des gens matérialistes. Quand il y a un problème, on essaie de s'asseoir, on résout. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup dans la famille, on ne se fâche pas, il n'y a pas la division. Du côté des hommes d'église, tout réside dans la parole de Dieu. Une famille, n'est-ce pas, qui a pour Dieu le chef, c'est-à-dire pour le ressourcement, c'est une famille qui ne peut pas tomber. Même des querelles. Vous voyez aujourd'hui des gens, n'est-ce pas, qui s'entre-déchirent, les enfants d'un même père, d'une même mère, qui ne peuvent pas voir dans le même verre. Hein? Et ça va, n'est-ce pas, même jusqu'à leur descendance. Une haine envieuse, des divisions intestines. Aujourd'hui, parce que cette famille a perdu le sens de la spiritualité. La famille, malgré les remous, est le fondement de la société. Les notions du vivre ensemble devraient être transmises en premier en son sein. Impossible qu'il n'y ait pas de problème au sein des familles, nous dit-on dans la rue. Mais comment éviter qu'il y en ait de façon répétée? Est-ce qu'il existe une formule magique? En ce qui concerne les êtres humains, comme je vous ai dit plus haut, la formule magique n'existe pas, c'est au cas par cas. Mais ce que je veux dire globalement, c'est que chacun doit jouer son rôle pleinement. Parce que si vous ne jouez pas votre rôle pleinement dans la famille, vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas de famille, parce qu'elle est déchirée. Et la famille est un élément très important dans la vie d'un être humain. Et le Cameroun regarde la famille non seulement comme le noyau, le socle même de toute la société camerounaise, mais comme une société productive. Si vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas produire. Mais est-ce que vous pensez que l'Église peut apporter quelque chose au non-déchirement des familles, justement? Oui, je crois que l'Église aussi est une cause, parce que l'Église ne rend pas le message nécessaire. Certaines églises, vous, alors? L'Église ne rend pas le message nécessaire, je le dis et je le répète. Pourquoi je le dis? Parce que pendant que l'Église prône la famille, l'amour, la paix et tout, il y a des églises qui sont organisées de telle manière que quand il y a des problèmes, ils interviennent. Mais ils interviennent comment? C'est-à-dire il y a des organes. Mais il y a des pasteurs et même des prêtres qui n'ont jamais le temps. Je prends la ville de Douala. Combien de prêtres et de pasteurs connaissent même le domicile de leurs chrétiens? Tu ne peux pas gérer quelqu'un que tu vois seulement dimanche à l'église. Tu ne peux pas. Je suis désolée. Le culte, c'est maximum 1 heure de temps, 2 heures maximum, 4 heures, même si c'est comment, peut-être dans les églises, les autres églises, c'est peut-être 4 heures. Mais en 4 heures, tu ne peux pas connaître la personne. Les pasteurs, les prêtres et tous ceux qui jouent le rôle dans les églises sont focalisés sur l'argent. Et lorsqu'ils rendent visite, je suis désolée, je suis chrétienne, je suis sûre que si mon pasteur me suit, il va me taper sur les doigts, mais je suis désolée de le dire, je le dis franchement. Et lorsqu'on doit rendre visite à une famille, c'est une famille qui a de l'argent, qui va vous recevoir avec un vin ou une bière. Ça, c'est une observation. C'est une observation. Ce que vous constatez sur le terrain. C'est ce que je constate. Parce que si les fidèles étaient proches des pasteurs, des anciens et tous ceux qui jouent un rôle dans l'église, il n'y aurait pas autant de problèmes qu'on a maintenant. Parce que même quand le chrétien ne dit pas, même je veux dire, même quand le fidèle, parce que je parle en général, même les musulmans et tout, même quand le fidèle ne dit pas, tu sais, quand tu fréquentes quelqu'un, tu sais qu'à ce niveau-là, cette personne-là n'a plus le visage qu'elle avait la fois passée. Et tu es obligé de lui poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se retourner vers les conseils de famille? Parce que certains nous ont dit, il y a conseil de famille, certes, mais est-ce que vous pensez que ça puisse résoudre les problèmes? Moi, je parle toujours du postulat que vous observez, vous êtes sur le terrain. Il ne s'agit pas de prendre un côté et de laisser l'autre. C'est tout le monde qui doit jouer son rôle. C'est-à-dire, autant l'Église doit veiller un peu plus sur ses fidèles, autant les familles, les parents, les grands-parents, chacun doit jouer son rôle, autant nous du MINPROF, nous devons jouer notre rôle, autant la société, c'est-à-dire chacun à son niveau doit jouer son rôle.
C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que comme les églises ne font pas, il faut aller plutôt de l'autre côté. Non, les églises ont leur place. Mais je saisis ce plateau pour les sensibiliser. Ne regardez pas seulement à celui qui gare, qui vient vous donner un sac de riz. Constatez quand même que tel et tel ne sont pas venus aujourd'hui à l'église. Et prenez le temps d'aller là-bas demander pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Peut-être ce matin-là, il s'est apprêté ou il s'est apprêté. Et il y a eu une engueulade qui s'est éclatée, ils ont bagarré. Le visage boursouflé, il ne peut pas venir à l'église. Ne restez pas du haut de votre chair pour dire que les gens ne viennent pas à l'église ou les gens ne font pas ceci ou ne font pas cela. Parce que c'est ça le problème. Donc, question de suite. Voilà, Marie-Louise Tamsir, il y a des différends qui opposent des familles, certaines familles, depuis des générations. Ça veut dire l'arrière-grand-parent et tout, ils ne se parlent pas depuis des générations. Alors, est-ce que vous avez reçu des cas pareils et comment vous réussissez à résoudre ce type de cas? Est-ce qu'une conciliation est possible dans ces cas-là? Ma foi, il est souvent difficile au MINPROF de résoudre des haines générationnelles. Parce que généralement, le cas qui vient devant vous, c'est un cas bien précis qui doit être résolu dans les jours qui viennent. Et on fait tout, même si vous constatez, on fait tout pour vous éviter de rentrer dans l'autre problème. Et le MINPROF n'a pas les moyens de rentrer dans les conflits générationnels. Parce que s'il faut rentrer dans les conflits, il faut descendre sur le terrain. Il faut aller même voyager, même aller jusqu'au village, trouver l'aïeul. Parce que ce n'est que l'aïeul qui peut réunir toute sa famille et vous donner sa famille et dire, bon, maintenant, madame ou monsieur, venez conseiller. Du coup, si vous faites face à ce genre de problème, vous les laissez se débrouiller alors? Non, si le problème vient à notre niveau, nous leur donnons les conseils. Ceux qui ont le courage, ceux qui ont la volonté de venir vers nous, nous leur donnons des conseils que, écoutez, ça ne peut pas vous amener loin. Vous avez besoin de l'autre, même si vous pensez que vous êtes autosuffisant. Mais au-delà de ces conseils, descendre et vérifier si les conseils sont appliqués. Il faut connaître toute la famille. Et est-ce que le MINPROF, dans l'état actuel de sa situation, a les moyens de connaître toute une famille et de rencontrer tous ces gens-là, de les mettre autour d'une table? Parce que généralement, c'est juste un petit problème. Alors, les amener à se regrouper. C'est souvent cela. Je vais prendre un cas pratique. On a un jeune homme, un adolescent qui est à la recherche des informations concernant son papa. C'est un cas concret, un cas pratique. Son papa, d'après ce qu'il nous dit, ne s'occupe pas de la famille, ne s'occupe pas d'eux, mais il fait des dons énormes à l'église. Par exemple, le mois dernier, le papa a offert du matériel à hauteur de 300 000 à l'église, alors qu'à la maison, les enfants ne mangent pas. Ils ont faim. Qu'est-ce que vous diriez à cet enfant? Mais je vais d'abord dire au papa et au prêtre ou au pasteur qui reçoit ses dons. Ce monsieur qui vient tout le temps seul à l'église, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Est-ce que tu connais sa femme? Est-ce que tu connais ses enfants? Ses enfants ont beau être dans une autre église ou sa femme a beau être dans une autre église, il faut quand même les connaître. Toi, tu te contentes, mais c'est de ça que je parlais tout à l'heure, tu te contentes de recevoir des dons qui arrangent ta paroisse et tout, et puis basta, c'est bon, ça va, c'est bon pour tout le monde. Mais ce monsieur-là, que tu reçois tout le temps, qui est seul, est-ce que tu lui as posé la question un jour que tu es marié, est-ce que je peux rencontrer ta famille, est-ce que, parce que c'est ça aussi le rôle de l'église. Maintenant, à l'enfant, moi je pense que s'il pense que le père est très proche du pasteur, ou du prêtre, je ne sais pas de quelle confession il est, peut-être que c'est mieux qu'il passe par le pasteur ou le prêtre pour rencontrer son père, pour que le pasteur et le père, que le pasteur l'aide à se concilier, à se réconcilier avec son père, ou à conscientiser son père, parce que chacun de nous a quelqu'un qui peut nous dire quelque chose et que nous soyons amenés à faire cette chose. Mais peut-on résoudre des problèmes de famille sans qu'il y ait des séquelles? Est-ce que c'est possible? C'est vrai que je saute du coq à l'âne, mais c'est pour terminer. Non, les problèmes des familles sont des problèmes généralement qui affectent tellement. Vous savez, lorsque quelqu'un vous fait du mal et que c'est un inconnu, à la limite même, cela vous fait mal, mais vous comprenez que c'est normal qu'il vous fasse mal parce que vous n'avez pas de lien de sang et tout. Mais c'est quand quelqu'un qui est très proche de vous, qui a un lien de sang, parce que la famille a un rôle de protecteur.
Si c'est un membre de famille qui est supposé vous protéger, qui vous fait du mal, vous comprenez que vous allez avoir plus mal. Et il faut du temps. Il faut du temps. Ce qui est sûr, ça part, mais il faut du temps. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de conseils. Du coup, il y a un problème. On ne risque pas de se débarrasser de l'hypocrisie dans les familles. Parce que même on vous demande pardon, c'est vrai. Puisqu'on vous a demandé pardon, vous allez quand même accepter. Mais maintenant, puisqu'il faut du temps pour oublier, du coup, il y a l'hypocrisie qui s'installe. Et est-ce que ça ne va pas générer autre chose? Je n'appelle pas ça de l'hypocrisie parce que lorsque vous acceptez un pardon, ça dépend de la manière dont vous acceptez le pardon. Si vous dites oui, je vous ai pardonné parce que vous avez été harcelé à dire oui, bon, évidemment, vous n'avez pas pardonné. C'est à ce niveau qu'il y a hypocrisie. Mais si vous avez accepté le pardon et que la communication s'est établie, l'autre aussi doit être conseillé. Merci Luz Florence Tamsar d'être venue sur ce plateau. Nous allons continuer cette émission avec une autre partie. On va découvrir Sélavie Nioué dans une casquette, une femme qui fait du show, One Woman Show, ça s'appelle, on regarde. Sélavie Nioué est désormais Sélavie. Après son départ du Cameroun, la célèbre comédienne s'est spécialisée dans le One Woman Show. Suite à sa formation, elle a choisi de baser son humour sur les différences entre les peuples, les races. Ces spectacles se vivent en toute convivialité et tournent sans arrêt. Sélavie a accordé une interview lors du Festival des Rires du Monde. À suivre. Je m'appelle Sélavie, je suis comédienne humoriste. J'ai mon spectacle qui s'intitule Sélavie vous colonise parce que chacun son tour. Alors dans mon spectacle, je parle de l'Europe avec mon regard africain. Je parle des différences entre les Noirs et les Blancs. Je parle de la politique. Bref, il y a de tout dans mon spectacle. Confondre tous les Africains, c'est comme confondre tous les Européens. Bon, c'est comme si je disais à une Française, vous êtes blanche, vous êtes suédoise. Non, pas de musique maintenant. Parce que comme c'est chose peut-être, mais en Afrique comme en Europe, l'accent et le comportement diffèrent en fonction des pays. Bon, je vais vous donner l'exemple. Est-ce qu'il y a des Nigériens ce soir? Ah ben tant mieux, parce que je ne suis pas les Nigériens. Il passe tellement que je fais toujours l'impression qu'il va se taper. Parce que ça va se noyer dans ça. Alors à ce moment-là, ça me dit, ouais, ça me dit, non, ça veut dire que ça va se là, il a juste demandé l'heure. J'ai connu le festival par Myriam qui est venue voir mon spectacle un samedi à tout hasard. Et du coup, après le spectacle, elle m'a dit, Sélavie, je serais très honorée de t'avoir au festival Rire du Monde. Je dis, ben, pourquoi pas, comme j'adore rire, j'y vais, j'y serai. Et puis, concernant vos régimes, ne vous faites pas d'illusions, mais pas du tout. Nous, en Afrique, on mange très peu, mais regardez les faits qu'on a. Hein? Ici, chez nous, quand on rentre le soir à la maison, on dit, qu'est-ce qu'on mange? Chez nous, quand on rentre le soir à la maison, on dit, est-ce qu'on mange? Et chez les cannibales, c'est qui est-ce qu'on mange? D'origine camerounaise, j'ai longtemps travaillé au Cameroun. Toute ma vie, je parle comme si j'avais 60 ans, mais j'ai travaillé, j'ai commencé à l'âge de 16 ans au Cameroun, donc après j'ai fait la télé, radio, cinéma, et puis je suis arrivée en France, j'ai construit mon One Woman Show en France. Jamais candidat. Chez nous, la fille là, mon gars, parti pas. Comme quoi pour tout le monde, une reconversion est toujours possible. On va passer à l'actualité. Marie-Léonie Sen est avec nous sur ce plateau. Bonjour Marie-Léonie. Bonjour Clarence, bonjour journaliste. Bonjour Marie-Léonie. Bonjour à vous à la maison. Comment ça va? Je vais super bien ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme récolte d'informations? Eh bien, comme information, nous en avons beaucoup. On va commencer avec cette jeune demoiselle étudiante dans la ville de Boya, âgée de 19 ans, qui a été bastonnée par sa maman parce qu'elle a envoyé un message à son papa. Vous vous demandez quel type de message? Voilà, le message, elle a envoyé en lieu et place de son amoureux.
Alors l'histoire remonte donc au 20 février, période du cinquantenaire. Alors elle, pour retenir son amoureux, elle disait détourner le regard de son amoureux des nombreuses majorettes qui étaient présentes dans la ville de Buea pour le cinquantenaire. Elle décide donc de lui envoyer un message dans lequel elle introduit une photo d'elle en petite tenue. Alors au lieu de l'envoyer à son amoureux comme elle voulait, elle a plutôt envoyé son papa. Pourquoi? Parce que son amoureux et son papa portent les mêmes prénoms. La question est, elle a mis le nom de son papa, Patrick, au lieu de papa? Voilà, sûrement. Et la maman, donc, qui n'a pas digéré la chose, l'a bastonné au nom de l'honneur de la famille. Voilà. Ça s'est passé donc au quartier Great Support dans la ville de Buea. Et le chef du quartier a donc convoqué la maman au conseil de famille. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il en est? Depuis la convocation du chef de quartier au conseil de famille, la jeune demoiselle et son amoureux sont portés disparus jusqu'aujourd'hui. Donc on n'a plus de nouvelles de... Ça s'achève... Dans le genre, les amoureux sont seuls au monde. Ils sont allés dans une île déserte. Et puis elle a quel âge? Elle a 19 ans. 19 ans. Oui, elle a 19 ans. Ah, mais ça revient à la problématique que nous évoquions tout à l'heure. Les jeunes qui... enfin, je suis un peu dépassée par ce qui est en train de... Enfin, par cette information. Oui, bon, ça rentre dans le cadre de la famille. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va finir avec l'unité d'appui de la brigade opérationnelle du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, conduite par Anne-Esther Kana, déléguée régionale pour le centre, qui est descendue le vendredi dernier dans les supermarchés de la ville de Yaoundé pour une action visant à saisir tous les sachets plastiques non biodégradables. Alors, sur le coup, 27 500 sachets plastiques ont donc été embarqués. Et pour exemple, Dame Philène Ngoa, qui est descendue ce jour-là faire ses emplettes, s'est vue repartir du supermarché avec ses produits à la main et la caissière lui a simplement rétorqué de se débrouiller. Oui, alors, enfin, ça c'est une bonne nouvelle en partie. Pourquoi? Parce qu'au moins, on ne sera plus obligé d'ingurgiter du couscous emballé dans du plastique non biodégradable. Donc voilà, au moins ça, vous avez constaté que depuis quelques années, les femmes ont pris comme facilité la mesure d'emballer soit du couscous, soit, enfin certains mets, dans du plastique, dans des emballages plastiques, malgré toutes les campagnes qui ont été menées pour leur dire c'est pas bon pour la santé, ça continue. Donc finalement... Et au sortir donc de cette première action, la déléguée Anne-Esther Kana a donc décidé qu'ils allaient continuer cette action et qu'ils étaient prêts à sévir, quel que soit ce qu'il en coûtait. Oui, donc c'est pas une initiative de la déléguée seulement. Donc voilà. C'est pour notre bien. Voilà, donc plastique biodégradable, désormais, c'est ce qu'on doit utiliser. Ça, tout le monde devrait le savoir. On va continuer l'émission, j'analyse avec l'idée reçue. Quelle est-elle? Alors, l'idée qu'on reçoit, enfin qu'on a reçue et dont on veut en parler aujourd'hui, c'est qu'un garçon ne mange pas dans la marmite. Oh oui. Alors, messieurs, s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de manger dans la marmite. C'est une idée qu'on a reçue de nos aïeux. Et pourquoi? Alors, les raisons divergent selon qu'on se trouve dans une certaine région ou dans une autre. Alors, si on se trouve du côté de Balengo, c'est dans le Ndé, dans la région de l'Ouest, on nous dit que de ce côté, si vous prenez la mauvaise habitude, vous jeunes garçons, de manger dans la marmite, alors vous ne vous marierez jamais. Ça veut dire, non seulement vous demeurerez célibataire toute votre vie, même votre descendance, vos garçons que vous aurez fait partout, ne se marieront également pas aussi. Ça, c'est donc du côté vous êtes avertis. Et ne vous posez donc pas de questions si vous avez une génération de personnes célibataires, ce sera parce que vous aurez pris cette mauvaise habitude de manger dans la marmite. Alors, du côté donc du centre, ce qu'on nous dit de ce côté-là, c'est que si vous mangez dans la marmite, vous, garçons, vous perdez toute votre sagesse et votre intelligence. Je pense que Miller se sent concerné par ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est sûr qu'il en a l'habitude et tu constates pas qu'il a quand même quelques attitudes un peu bizarres souvent. C'est sûr que ça a un effet quelconque sur lui. Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit de ce côté-là, vous devenez
bête, vous perdez votre intelligence et vous allez vous étonner de voir un enfant qui triple ou quadruple une classe. Vous allez vous demander ce qui se passe. En réalité, c'est ceux qui mangent dans la marmite, c'est tout ça. Ça, c'est du côté donc du centre. Et nous revenons dans le littoral, donc chez les Bassa. On nous dit que si jamais c'est le cas, si vous mangez dans la marmite, alors vous vous enfermez dans cette marmite. Ça veut dire que vous ne progressez jamais. Votre vie va stagner et rien ne va évoluer. Prenez donc garde. Nous terminons donc avec les doigts là. Alors là-bas, c'est très grave parce que vous allez perdre petit à petit, peu à peu vos cheveux, si vous avez la mauvaise habitude de le faire. Et vous aurez une calvitie confirmée sans doute avant 30 ans. Parce que si vous le faites, plus les cheveux, vous avez des chutes de cheveux. Oui. Et vous vous retrouverez avec une calvitie vraiment confirmée. Là, c'est ce que nous avons reçu. Ne nous demandez pas si on a essayé. Nous, on n'essaye pas ici. On vous le dit juste. Voilà, donc allez donc essayer. Et vous verrez, vous deviendrez chauve ou alors vous serez intelligent, voilà. Ou encore vous ne vous marierez pas. Vous ne vous marierez jamais. Et votre génération aussi, n'oubliez pas. Voilà, donc ça va aller comme ça de génération en génération. En fait, vous aurez maudit toute votre génération. Voilà, mesdames, messieurs, c'était un plaisir de vous savoir avec nous. L'émission est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et on aura un sujet tout aussi intéressant. Au revoir.